Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Compté dans lequel nous allons traiter du sujet de la philanthropie. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Edilia Gens, la directrice de la Fondation Fedora, l'association Fedora, Fondation, Oui, l'association Fedora, qui œuvre depuis maintenant 10 ans dans le paysage de l'opéra et du ballet en Europe. On va parler plus en détail de la mission de Fedora et surtout de la philanthropie. La philanthropie, à qui est-ce que ça s'adresse ? Est-ce que ça s'adresse à toutes les bourses, aux investisseurs privés comme professionnels ? On va élargir tous ces sujets. Bienvenue Edilia. Merci beaucoup Caroline. Est-ce qu'on peut prendre peut-être quelques minutes pour que tu te présentes, que tu parles de ton expérience dans la philanthropie et que tu nous parles un peu de Fedora, s'il te plaît. J'ai la grande chance de diriger Fedora depuis 10 ans maintenant. Ouais. Je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes circonstances il y a 10 ans, où c'était question de relancer Fedora. Donc Fedora est, comme tu disais, une association avec la vocation de soutenir les artistes émergents pour créer des nouvelles œuvres dans le domaine de l'opéra et la danse, pour inspirer le public de demain. C'était renouveler un peu le répertoire de l'opéra, c'était ça initialement. Exactement, et d'inciter aussi les maisons d'opéra de collaborer ensemble et de coproduire des nouvelles œuvres. Parce qu'aujourd'hui, avec les baisses des fonds publics, des subventions publiques, c'est important de aussi garder une place pour l'innovation et la création dans la programmation annuelle, mais ça veut dire aussi, ça implique un certain risque. On ne sait pas si les places vont bien se vendre. Ouais. Et c'est toujours comme ça, quand on donne la place à l'innovation ou quelque chose d'inconnu, il y a toujours une incertitude ou un risque qui est associé. Et donc nous sommes là pour encourager cette prise de risque mesurée et d'encourager l'innovation qui seront les grandes œuvres de demain. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si tu vas à l'opéra, c'est souvent les grands classiques. C'est ce que les gens aiment voir, que ce soit des visiteurs réguliers ou des visiteurs, une one-time thing. Et généralement, on a envie de voir une des très belles œuvres très connues. On a envie de voir le Lac des Cygnes, on a envie de voir Casse-Noisette, La Bayadère. Mais c'est vrai que ça laisse peu de place à l'innovation et aux jeunes auteurs et aux jeunes créateurs. Donc ça, c'est la mission de Fedora. Absolument. Et c'est d'avoir cet encouragement de la génération d'aujourd'hui, de réfléchir sur les sujets qui sont importants pour la génération d'aujourd'hui et du futur, et de leur permettre de aussi s'épanouir et de se réaliser. Parce que quelqu'un avec beaucoup de talent aujourd'hui, pourquoi est-ce que je devrais devenir compositeur ou chorégraphe si mon travail ne sera jamais vu et donné ? Et donc nous sommes là pour notamment donner cet encouragement et ce soutien. Et aujourd'hui, je t'ai invitée parce que donc, ça fait 10 ans que tu t'occupes de Fedora et s'occuper d'une association dans le domaine culturel, la réalité, c'est que 70%, j'imagine même 80% du travail, c'est lever des fonds et trouver des moyens de financement pour développer l'association et soutenir les artistes que vous choisissez. Et donc c'est là qu'intervient le sujet de notre podcast aujourd'hui, donc la philanthropie et le mécénat. C'est ce dont on va parler. Alors peut-être est-ce qu'on peut commencer par définir ce que sont la philanthropie et le mécénat et quelle est la différence entre les deux ? Alors, donc, tout à fait, dans mon travail quotidien, le cœur du travail, c'est la générosité et de trouver la clé à la générosité des gens, c'est-à-dire de trouver aussi le projet, la bonne personne, le bon moment pour créer une collaboration qui porte fruit. Et donc, quand on parle aujourd'hui du mécénat, la philanthropie, c'est l'acte de faire des dons, c'est la générosité, et c'est pas seulement un don financier, mais aussi du temps, de compétences qu'on puisse aussi mettre à disposition d'une association ou des gens qui ont besoin. Et dans le travail du mécénat, il y a aussi la nuance entre le sponsoring et le mécénat, c'est-à-dire c'est aussi une implication sur la déduction fiscale et aussi sur les contreparties qui sont associées, parce qu'il y a aussi des entreprises qui font des dons en nature, par exemple, et aussi dans le cadre des conventions de mécénat, il y a aussi la possibilité de bénéficier de contreparties dans la limite définie 25% pour les entreprises, par exemple, et c'est ça qui représente aussi un grand intérêt pour l'engagement de certaines entreprises, parce que ça leur donne une possibilité d'avoir un accès, par exemple, dans notre monde, c'est l'achat c'est des places, c'est des visites, des rencontres avec des artistes, et tout ça doit être aussi valorisé, et il y a aussi un monitoring très strict qui est suivi par nous, et il y a beaucoup de plus en plus d'intérêt aussi des entreprises et du particulier d'ailleurs
de s'engager avec des associations pour aider à avoir un impact sociétal qui est en parallèle et en cohérence avec les objectifs de leurs entreprises. D'accord. Si on devait vraiment définir de façon très claire, le mécénat, c'est un don d'argent, de compétences, un don en nature, l'utilisation d'espace par exemple. Et donc le mécénat, il y a de la contrepartie, versus la philanthropie, il n'y a pas de contrepartie. Alors, ça dépend aussi dans quel contexte on est en termes le régime fiscal est très différent dans les différents pays. Donc, quand on parle quelquefois de la philanthropie pure, ça peut être aussi juste un don qui est déductible parce que c'est un don complètement dédié à une cause. Et donc là, il n'y a pas de contrepartie. C'est très souvent comme ça à l'étranger. C'est pour ça il faut vraiment bien suivre que le don arrive bien et installé. Et après, notamment en France, il y a une législation qui permet, notamment avec le mécénat, d'investir aussi dans des initiatives structurantes où on bénéficie notamment des contreparties et aussi une réduction fiscale. D'accord, donc le mécénat, contrepartie, la philanthropie, pas de contrepartie. Dans les deux cas, des avantages fiscaux qui peuvent varier selon le pays. En Exactement. France, donc si on... Oui, alors donc en fait, si en tant que particulier et on fait un don, c'est déductible à 66% du montant du don, et pour les entreprises, c'est 60%. 60%. Contrepartie ou non? Là, il y a des contreparties aussi. D'accord. Et on ne déduit pas le montant des contreparties du non. montant déductible fiscalement. C'est par exemple si on est une entreprise et on fait un don, déjà le don est déductible, et ensuite par exemple si on a donné 10 000 euros, on peut recevoir la valeur maximale de 2 500 euros en tant que contrepartie. Ça va être sous forme de valeur des places, valeur d'une visite, et il faut juste respecter ces montants-là pour... D'accord, donc c'est 25% maximum. Exactement. Du don. Exactement. Et quand on est un privé, c'est la même chose? C'est 66% du montant. Et après, c'est beaucoup plus petit. La valeur de la contrepartie, c'est pas du tout 25%. D'accord. Et ça varie en fait. Ça varie, mais c'est aussi des montants fixes en fait. Et en fait, ça dépend aussi, encore une fois, en quel pays on est, en Europe, que c'est acté de manière différente. D'accord. Et en France? Oui. En France, pour les il y a des montants fixes liés aussi au montant des dons versés. Voilà. Ok, très clair. Tu parlais du mécénat d'entreprise. Mm-hmm. Aujourd'hui, quelle est à peu près la répartition entre les mécènes, on va dire professionnels, donc les entreprises qui font acte de philanthropie ou de mécénat, versus les mécènes privés? Alors aujourd'hui, quand on regarde la France, il y a une générosité de 7,5 milliards d'euros qui sont donnés sous forme tous les ans. Et un peu plus de la moitié, c'est des particuliers. Ah oui. Oui, et le reste, c'est les entreprises. Donc en fait, c'est quand même un grand engagement, et il y a 5,5 millions de foyers qui font des dons en France. D'accord, donc c'est un peu moins de 10% des Français, des foyers. Exactement. Donc peut-être plus parce que c'est les foyers, c'est pas le nombre de personnes. Exactement. Okay. Et après, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi qu'on parle toujours du don financier, mais après, il faut non plus négliger qu'il y a 22 millions de personnes par an qui sont engagées de manière bénévole dans les structures, et dont 5 millions qui sont engagés chaque semaine, qui font quelque chose de leur temps libre pour aider d'autres personnes qui ont un impact sociétal. Donc c'est assez impressionnant, et c'est aussi un marché qui crée aussi de l'emploi. Il y a à peu près 2 millions d'emplois dans le secteur à but non lucratif créés en France grâce à des structures associatives. D'accord. Ok, donc oui, effectivement, ça fait... parce qu'on parle d'argent, parce que c'est un peu l'objet du podcast, mais on peut effectivement entrer dans la philanthropie et le mécénat par la porte de j'apporte mes compétences, mon travail, mais je me rends disponible un certain nombre d'heures. Moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, donc au moment où on s'est rencontrés il y a plus longtemps, mais quand tu as commencé à travailler sur Fedora après ton stage à l'AROP, c'est ça. Tu m'avais expliqué qu'il y avait en fait la France, c'est pas qu'on était en retard, mais que la France, les associations, le milieu culturel français reposaient beaucoup moins que le milieu culturel anglo-saxon sur les dons privés.
je crois qu'il y avait un ratio qui était énorme. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'était 80% de dons privés qui finançaient des institutions comme le Met ou l'Opéra de New York versus 20% de fonds publics. Et je crois que c'était parfaitement inversé en France ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était incroyable. C'est en effet le cas en fait dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Il y a en fait vraiment un monde inverse au niveau de financement parce que les États étaient beaucoup moins présents. Donc du coup, sociétalement parlant, si on voulait une maison d'opéra qui fonctionne dans son pays et dans ses villes, il fallait un investissement privé. Ouais. Et donc du coup, c'est vraiment ancré aussi dans la société, dans l'état d'esprit des Américains, dans la conscience collective, qu'il faut vraiment faire des dons et contribuer aussi comme ça à sa communauté locale. Et en fait, on a constaté exactement ce que tu viens de dire, c'est que ça veut dire que la présence des dons privés sont beaucoup plus élevés aux États-Unis vis-à-vis en Europe. Et en Europe, on parle maintenant de plus en plus d'un modèle de 3 tiers, c'est-à-dire pour les maisons d'opéra, 1 tiers de financement d'État, 1 tiers de financement par la billetterie et 1 tiers par les dons et la philanthropie. Et en fait, il y a une grande différence entre les différents pays. Il y a certains États où les subventions publiques sont encore très présentes, heureusement. Par exemple, en Allemagne, où ça peut représenter jusqu'à 80% encore des budgets annuels des institutions culturelles. Mais on voit une tendance que ces moyens publics, malheureusement, sont en baisse constante. Et donc, du coup, les maisons d'opéra et les dirigeants de ces institutions sont forcés à réfléchir à la définition de leur modèle économique et de trouver de nouveaux moyens pour trouver des fonds. Et donc, du coup, il y a de plus en plus aussi un modèle qui se développe dans la direction anglo-saxonne. Voilà. Oui, je me rappelle que c'était vraiment ça il y a 10 ans, l'enjeu. Je me rappelle d'avoir entendu le responsable, je ne me rappelle plus de son titre. Jean-Yves Castel, directeur de l'Europe. Voilà, je me souviens de son nom, mais je ne me rappelle plus de son titre, qui disait en fait le gros enjeu des 10 prochaines années, ça va être de faire évoluer notre modèle de financement. Alors, j'imagine que ça là, ça y est, on a 10 ans de... ça nous rajeunit pas. En fait, ce qu'on a constaté sur ces 10 ans, il y a en fait vraiment des tendances, c'est-à-dire beaucoup de maisons d'opéra ont intégré les structures de levée de fonds qui étaient très souvent organisées par des associations d'amis à part. D'accord. Sont de plus en plus insérés au sein des maisons d'opéra. C'est les maisons d'opéra qui sont en train de recruter de plus en plus des fundraisers. Aussi, la profession du mécénat s'est structurée de plus en plus parce que il y a maintenant des masters aussi en gestion de levée de fonds. Et donc, c'est quelque chose qui se structure. Il y a aussi des réseaux professionnels pour les personnes qui travaillent dans le mécénat. Et donc, c'est tout un secteur en plein structuration et professionnalisation avec une inspiration du modèle anglo-saxon. Et on voit de plus en plus que dans d'autres domaines, le mécénat joue un rôle de plus en plus important, pas seulement dans la culture. Donc, c'était effectivement ma question suivante. Là, on parle beaucoup de culture, mais je voulais savoir quels étaient les secteurs adressés par le mécénat et la philanthropie en France. Oui, alors en France, beaucoup de soutien va au secteur social, au secteur culturel, patrimoine, et en troisième, l'éducation. Donc, premier, social, culturel, patrimoine, et ensuite l'éducation. D'accord. Et l'éducation C'est tout ce qui est accompagnement de jeunes, par exemple, dans leur scolarité. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont du mal dans l'apprentissage. Donc, c'est aussi des projets sociétals, de l'inclusion sociale. Donc, c'est très connecté dans ce domaine-là. Ok, hyper intéressant. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que le mécénat, est-ce que ça s'adresse à toutes les bourses ? Alors, j'adore ta question. Merci. Parce que ma réponse, c'est pas une question. Pour moi, c'est pas une question de bourse, mais c'est une question d'état d'esprit. Ouais. Je trouve que la philanthropie ou l'acte de faire un don de son temps, de ses compétences, de son argent, c'est une philosophie et une façon de penser, c'est-à-dire de comment est-ce que je peux me rendre utile pour ma société. En dehors de ma propre profession et de ma propre vie personnelle, comment est-ce que je peux contribuer à aider quelqu'un qui a peut-être pas autant de chance que moi ou qui peut bénéficier d'un conseil ou d'un geste, de mon attention ou de mon écoute, et ce qui lui permettra de ensuite prendre son envol et d'atteindre ses rêves. Et je trouve que pour moi, les philanthropes sont des entrepreneurs de la solidarité, c'est-à-dire ceux qui permettent aux autres de réaliser leurs rêves.
D'accord. C'était une très jolie réponse. Néanmoins. Néanmoins, pour répondre Quel à ta conseil est-ce question. que tu donnerais? Alors, les conseils pour comment devenir... Alors, on peut devenir mécène de plusieurs manières. Ouais. On peut soit allouer son temps D'accord. à accompagner des associations avec ses conseils ou avec son aide physique aussi, d'aider à réaliser des projets sur le terrain. Si on n'a pas vraiment le temps pour se déplacer et faire ce travail-là... Si on a 3 enfants, par exemple. On peut, par exemple, passer un moment par téléphone ou dans la relecture de quelque chose. Si on est, par exemple, avocat à titre pro bono, de relire des contrats qui peuvent ensuite permettre à l'association de lever des fonds ou de cadrer un travail qu'ils font. On peut aussi, par exemple, dans le domaine du coaching, c'est des personnes qui ont une expertise accompagner des professionnels, d'accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de se permettre de financer un tel coaching, mais qui est un investissement dans leur capacité pour grandir après. D'accord. Une autre chose, c'est de réfléchir quels sont les sujets qui sont importants pour toi, par exemple, et de regarder un peu le marché des associations qui agissent dans ces domaines-là, de regarder l'impact qu'ils ont et de voir comment tu peux les aider, peut-être ponctuellement ou de manière régulière, financièrement. Et quelquefois, des petits dons peuvent aussi avoir un grand impact. Et ce qui est très important en faisant le choix quelle structure on souhaite aider et soutenir, c'est de comprendre comment les fonds sont utilisés et d'avoir aussi éventuellement la possibilité de parler ou d'avoir un rapport avec la personne ou le projet qui bénéficie de cet engagement. Et en fait, il y a de nombreuses hubs qui existent aussi en France, par exemple comme la Fondation de France ou d'autres structures qui donnent ces informations-là, qui aident aussi de créer des liens. Et par exemple, il y a la Fondation EPIC aussi qui fait une analyse d'impact de différentes structures pour aider à matcher l'intérêt des donateurs. Donc aujourd'hui, le marché est beaucoup plus structuré pour trouver la structure ou l'association, la cause à soutenir qui est en lien avec ses propres intérêts et qu'on tient à cœur. Et la Fondation de France, c'est une association à part entière ou c'est vraiment quelqu'un qui va suivre toutes les associations? En fait, c'est une fondation et qui aussi accueille d'autres fondations, entreprises ou particuliers sous leur égide et qui est un expert dans le domaine de la philanthropie en France. Donc, ils peuvent donner des renseignements sur quelles structures existent, comment on peut soutenir, comment est-ce qu'on peut établir sa fondation aussi. C'est intéressant aussi pour des entrepreneurs qui ont créé leur boîte et qui veulent peut-être réallouer leur patrimoine d'une autre manière dans le secteur. Donc, c'est vraiment un hub d'expertise pour accompagner cela au mieux. C'est intéressant ce que tu dis sur les entrepreneurs qui veulent créer leur fondation. Une de mes très bonnes amies est banquière privée et elle me racontait que beaucoup de jeunes entrepreneurs, enfin jeunes, tout est relatif, mais il y a de plus en plus d'études qui disent que les millionnaires et milliardaires de demain vont avoir 20 ans de moins que ceux d'aujourd'hui. Et que en fait souvent à 35 ans si on a vendu sa société, pas forcément vendu sa société mais on a gagné beaucoup d'argent, il y a immédiatement cette volonté de créer sa fondation et un peu en fait cette notion de give back qui est beaucoup plus présente chez cette génération d'entrepreneurs-là, apparemment. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, pour parler de philanthropie et de mécénat chez les jeunes, en fait. Parce que je crois que, enfin, même toi, tu le constates, c'est quand même une chose qui concerne plutôt les personnes d'un certain âge. Absolument, et je pense que c'est aussi lié, encore une fois, je reviens toujours sur l'état d'esprit des gens. Quelqu'un qui s'est lancé très jeune, qui a une idée, qui se lance et qui s'est battu pendant 10 ans très jeune et qui était accompagné aussi par des business angels ou par l'encouragement de sa famille, ses amis et des premiers investisseurs. On comprend tout à fait l'élan qu'un jeune artiste ou un jeune entrepreneur social a pour changer le monde. Et donc, du coup, on voit à quel point c'est important de donner des ailes à ces personnes-là et de les encourager, de les aider, soit financièrement, avec des conseils, etc. Et je pense qu'il y a vraiment cette compréhension de similitude que, comme je disais, si on est un entrepreneur, on est aussi un entrepreneur dans l'esprit, c'est-à-dire on a une compréhension pour quelqu'un avec un énorme talent qui a besoin d'être poussé et d'aller plus loin. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette compréhension entre cette génération de jeunes entrepreneurs qui ont eu un succès eux-mêmes
assez vite, qui veulent maintenant le permettre aussi à quelqu'un d'autre, et parce qu'ils peuvent s'identifier, ils se voient dans la personne qu'ils étaient il y a 10 ans, et ils peuvent identifier aussi le potentiel des personnes qui sont vraiment engagées et motivées. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans notre société aujourd'hui, d'identifier les personnes avec une passion, avec une motivation et un talent, et de vraiment œuvrer pour qu'ils puissent réussir, parce que c'est eux qui vont changer le monde, c'est eux qui vont poser les nouvelles questions, c'est eux qui vont proposer des nouvelles solutions, et ce sont aussi un peu nos espoirs de demain, c'est-à-dire eux qu'est-ce qu'on laisse sur ce monde, c'est des personnes responsables, passionnées, qui vont continuer à véhiculer les valeurs auxquelles nous on tient aujourd'hui. Oui, et puis à plus petite échelle, à échelle plus vaste, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont changer le monde de demain, et puis il y a ceux qui ont besoin d'aide juste pour avoir une vie décente. Je suis pas tellement étonnée, tu vois, que le troisième poste de don en France, ce soit l'éducation, parce que tu sens qu'il y a un besoin de recréer une égalité des chances dans ce secteur-là qui est essentiel, et que moi, si demain je devais me tourner vers des causes à soutenir. Écoute, moi, c'est vrai que la première, c'était plutôt la culture, l'opéra. Quand tu as monté Fedora, la mission faisait tellement de sens par rapport à ce que faisait Anaxago au départ, qui était il faut donner une chance aux gens qui démarrent et qui osent se lancer, au-delà de la dimension culturelle, je pense qu'on s'était retrouvés sur la vision qui était vraiment la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dirais plus, tiens, quels sont les pans de la société où il y a besoin d'un soutien privé qui doit permettre d'accompagner la mission de l'État, qui ne peut pas tout faire aujourd'hui. Et pour moi, le côté social et éducatif est absolument essentiel. Au-delà de faire émerger les grandes voies de demain, dire tout le monde, qu'il y ait une égalité des chances la plus importante possible. Absolument, et tu dis quelque chose qui est très clé, c'est en fait la complémentarité de la philanthropie et de l'aide de l'État ou des subventions publiques. Et nous, on le voit aussi chez Fedora, on a commencé en tant que structure complètement privée, et on a réalisé pour structurer et to scale up, en fait, c'est grâce aux subventions de la Commission européenne du programme Europe Créatif qui nous a permis vraiment d'aller plus loin, de structurer notre propos, et ensuite d'atteindre beaucoup plus de mécénat aussi privé. Donc c'est vraiment cette équation. Tu l'avais pas envisagé au départ ? C'était pas l'idée au début. Au début, c'était la vocation de 2 prix. Et ensuite, on a vu que l'ampleur que ça prenait et l'impact que ça pourrait avoir en structurant cela à plus grande échelle. Et il fallait se donner les moyens aussi pour le faire. Et donc, du coup, ces sortes de subventions comme Europe Créative, qui permet notamment d'investir dans une structure, de développer aussi des compétences, était fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment la base de tout notre succès après, pour notamment élargir notre réseau et l'impact. Et je trouve qu'il y a une vraie complémentarité dans les aides qui sont versées par différents donateurs, soit privés, publics, aussi fondations. Chacun a une différente notion de l'impact. Alors, on est tous d'accord sur l'impact qu'on veut avoir, mais tout le monde finance de manière qu'on puisse aussi trouver des nouveaux moyens d'interaction, de nouveaux projets pour atteindre le même impact. Et c'est ça qui fait la richesse aussi, et ces 10 ans. En fait, créer des partenariats comme nous, on a fait il y a 10 ans, c'était toujours une question de moments, de projets. Et on voit aussi, il y a différents mécènes qui nous ont rejoints à différents moments dans la croissance de notre structure, qui faisait sens à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment ça qui compte, je pense, pour les investisseurs philanthropiques, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, pour aider le bon levier dans la prochaine étape d'une structure. Oui, dans le développement de la structure. Exactement. Ouais. Et on voit ça aussi très souvent, qu'il y a des mécènes qui accompagnent très longtemps une structure, étant à l'écoute et en discutant avec les fondateurs. Et ils attendent le bon moment pour agir, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, leur don va faire une énorme différence. Et on a eu la chance d'avoir des personnes comme ça qui nous ont accompagnés, qui ont compris l'enjeu
et qui, au moment donné, par exemple en plein Covid, où c'était quand même très, très, très difficile pour notre secteur, comme tu puisses imaginer, le spectacle vivant, c'était à genoux, comme tout autre secteur, mais c'était aussi priver des personnes qui ont un talent fou de exercer leur passion, leur talent, et qui était vraiment un moment clé où on a pu vraiment compter sur la fidélité et le soutien de mécènes qui sont arrivés au bon moment. Oui, bien sûr. Le secteur c'était un secteur en état de mort cérébrale, le spectacle vivant, parce que je crois que ce sont les salles de spectacle qui ont réouvert en dernier. Absolument. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. J'ai écouté une émission de radio ce week-end où une jeune femme racontait l'écriture de son livre au cours du premier confinement. Et comme dans des boîtes comme les nôtres, pareil, il y a eu une grosse angoisse de se dire est-ce qu'on va sortir, et surtout, en fait, on sait qu'il va y avoir un moment où on va sortir de ce truc-là, mais comment est-ce qu'on va en sortir et à quoi va ressembler le monde derrière. Et je pense qu'on se disait qu'on n'oublierait jamais. Et en fait, on oublie un peu, on a tous un peu repris notre ancien rythme. Oui, mais ça nous a aussi montré qu'il y a des nouvelles manières d'agir, de s'organiser son travail et de trouver des nouvelles solutions. Et donc, en fait, moi, j'étais très surprise par la volonté de beaucoup de maisons d'opéra d'identifier des nouvelles méthodes de travail et de ne pas se résilier devant le fait qu'on ne peut pas se réunir. Et là, par exemple, il y a une nouvelle initiative qu'on a lancée après Covid, ce qui s'appelle Next Stage, c'est-à-dire les questions qu'on se pose sur comment innover les méthodes de travail et comment créer des nouvelles conditions pour l'innovation d'émerger sur scène. Et donc, c'est toute une initiative qui est complémentaire au prix Fedora, qui célèbre l'innovation sur scène. Et avec Next Stage, on veut aider et encourager les maisons d'opéra de aussi réfléchir à leur méthode de travail. Et donc, c'est-à-dire comment, par exemple, organiser leur travail de manière plus écologique pendant toutes les chaînes de travail, dans toutes les étapes de travail de production d'un opéra. Dans le sourcing des talents, d'avoir aussi des activités inclusives et un mindset qui est beaucoup plus ouvert à faire entrer des talents de tout horizon. Et aussi dans le sujet de la transformation numérique, quel potentiel est-ce que ça peut représenter au secteur, c'est-à-dire demain, pourquoi pas faire une partie des répétitions techniques en virtuel, travailler avec des digital twins, et tout ce travail est déjà fait et on a déjà pu accompagner et soutenir des projets comme ça en Finlande ou en Irlande, et c'est beau à voir comment ces structures maintenant sont en train de répliquer et de partager ce savoir-faire avec tout le secteur. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose où je vois toujours le côté positif dans toute cette problématique-là, comment un secteur est tellement force de proposition et peut se réinventer. C'est pour ça, c'est incroyable, c'est une histoire qui passe plus de 300 ans et le secteur a toujours su se réinventer et repositionner et avoir un rôle à jouer dans notre société en tant que reflet de notre état d'esprit. À chaque fois que tu me dis ça, je pense à cette pièce que je suis allée voir avec toi, mais je n'en dirai pas plus sur l'état de notre société. Ah ben voilà. Je mettrai ça. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué, oui, ça m'a marqué. C'est le mot est faible. Mais bon, moi je fais des découvertes avec toi, tu vois. Et ben enfin, donc, merci en tout cas pour ce large tour d'horizon. On a appris plein de choses. On a un peu twisté les questions qu'on pose en fin d'épisode, parce que Edilia est very secretive. Mais alors, ma chère Edilia, si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, parce que Edilia a à peine 30 ans, donc ça ne faisait pas trop sens de poser les autres questions. Alors, si tu me poses la question comme ça, pour moi, investir, c'est donner de soi, c'est-à-dire sa volonté de donner son temps, son énergie, sa passion pour quelque chose. Et si je me mettrais à ma place il y a 10 ans, qu'on était à Londres ensemble au cours à l'époque, et pour prendre ma décision de me lancer dans la culture, c'est avec 100%
persuader, 100% de sûreté que je me relancerai dans cette même aventure. Tu t'étais posé la même question il y a 10 ans, tu t'es dit... En fait, il y a des moments où tu te poses la question, par exemple, est-ce que tu suis ta passion ou la chose qui fait peut-être plus sécurisée dans un certain sens, surtout quand tu sors des écoles de commerce. Et j'avais toujours une passion profonde pour le spectacle vivant, notamment la danse. Ouais. Et je voulais toujours apporter mon soutien à cette magnifique forme d'art, pas du tout sur scène et dans le domaine artistique, mais en renfort administratif. D'accord. Et je ferai exactement le même choix. Okay. Et de dévouer mon temps à aider ceux qui ont le talent pour nous inspirer. Parce que ça peut changer une vie d'aller voir un spectacle et ça peut te donner des idées, ça peut te donner du recul. Et j'œuvrerai toujours pour cela. Mais c'est vrai que c'est un vrai choix, parce qu'en fait, c'est... moi, dans mon souvenir, tu hésitais avec le consulting aussi, donc c'est des professions qui sont beaucoup plus rémunératrices. Donc c'est un choix délibéré de se dire, ok, j'ai la possibilité de prendre cette décision, et donc je consacre ma vie à quelque chose de plus grand. C'est ça, mais après, c'est aussi une façon de réfléchir à comment peut-on avoir tout. Ouais. Et c'est-à-dire, finalement, oui, j'ai pris la décision de me lancer dans le domaine culturel sur un projet qui venait de naître et de renaître et qu'il fallait complètement rétablir. Et les derniers 10 ans, c'était une belle aventure et c'était vraiment... et là, on a plein de projets à venir. Et en fait... ce qui est beau à voir aussi, c'est que quand tu fais ton choix avec une sincérité et tu le fais en être complètement honnête avec toi-même et avec tes interlocuteurs, ils vont le respecter et ils m'ont même trouvé des moyens de collaborer avec toi. Et maintenant, 10 ans plus tard, on travaille notamment avec des cabinets comme Carney, où je travaillais à l'époque aussi, qui sont maintenant mécènes de notre prix digital, parce que ça fait sens. C'est complètement cohérent aussi avec leur dimension et leur travail. Et on a su créer quelque chose ensemble pour le secteur du spectacle vivant. Donc ça permet aussi de créer des liens avec les secteurs qui sont peut-être en dehors de ce secteur, mais qui voient des liens de valeur très, très étroites. Et c'est ça qui est aussi toujours très inspirant. Je me souviens au tout début, en démarrant, avec notre président qui a l'idée de créer ces prix, M. Jérôme-François Zisnis, c'est la confiance de certaines personnes clés et des institutions qui sont des venture philanthropists, qui croient à une idée, à une vision et qui sont prêtes à s'engager et qui résultent dans une fidélité de 10 ans. Là, par exemple, la maison Van Cleef & Arpels n'a jamais quitté d'être à nos côtés, et Nicolas Boss, qui est même dans notre conseil d'administration, qui œuvre aussi à nos côtés pour développer la danse et de la rendre plus accessible qui a tout à fait compris l'importance de la créativité qui inspire notre quotidien. Qu'est-ce que c'est un venture philanthropiste ? C'est quelqu'un qui s'engage très 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 au début pour lancer et démarrer quelque chose et qui voit aussi un impact à long terme. D'accord. Et quelqu'un qui est aussi complètement dans ce mindset, c'est Stéphane Aguropoulos, qui est le fondateur de The Silver Company, qui est maintenant notre nouveau mécène du prix lyrique, parce qu'il croit profondément au fait que dès qu'il y a une idée forte, reconnue par les experts, elle a le droit de percer, elle doit percer, et il faut investir. Et donc c'est tout le principe de notre concours des prix, c'est d'investir en amont de la réussite. Bien sûr. Donc on accompagne les projets 1 à 2 ans avant qu'ils arrivent sur scène. Et donc c'est tout ce processus d'accompagnement en amont qui est très important pour les artistes et les institutions, et qui permet en même temps aussi au grand public de découvrir ce que ça veut dire de créer un opéra de A à Z, parce que ça prend du temps. Au moment où je suis assise dans mon fauteuil à l'opéra, ça veut dire qu'il y a 3 ans avant qu'il y avait déjà du travail, il y avait la composition à faire, il y a des milliers des accords à faire entre toutes les parties qui sont inclus dans le processus de création. Et très souvent, on arrive à la fin, en tant que spectateur, en voyant la perfection, mais en fait, il y a un travail incroyable derrière les coulisses. Et c'est ça qu'on veut rendre aussi plus visible au sein de notre concours, qui est unique comme ça et qui est aujourd'hui considéré comme le premier concours mondial pour la création dans le domaine de l'opéra et de la danse. Génial. Quels sont les conseils que tu donnes systématiquement à tes mécènes, tes philanthropes ou tes wannabe philanthropes ?
Alors, ce que je conseille aux mécènes, c'est par exemple aux jeunes salariés ou quelqu'un qui démarre dans le travail, en signant ton premier contrat de travail, dédié un certain pourcentage que tu vas verser à des dons. Ça peut être vraiment un tout petit pourcentage et qui s'agrandit sur le temps. Comme ça, tu prends l'habitude ou de régulièrement faire un don à des associations qui te sont proches au cœur et observe aussi l'impact et la relation et ce qu'ils te proposent en termes de propositions, de voir ou rencontrer les personnes qui bénéficient de ce soutien pour voir l'impact de ce que ça a. Et il faut surtout dédier aussi un peu de temps de comprendre aussi l'enjeu. Je pense que c'est très valorisant d'avoir un échange avec quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour changer quelque chose. Et par exemple, un de nos mécènes, Carlara International, qui est un cabinet d'avocats qui accompagne notre prix pour l'éducation, est très engagé et leurs associés participent par exemple au moment clé pendant notre concours pour écouter par exemple les discussions du jury qui font l'évaluation des projets ou qui vient à l'annonce des nominés. Et donc c'est vraiment un accompagnement. Et donc je suis particulièrement attentif à ce temps qui est dégagé dans leurs emplois du temps quand même considérablement chargé, de quand même vouloir voir comment ces artistes peuvent nous proposer des nouvelles réflexions et qui sont en train de résoudre des problèmes fondamentaux dans notre société. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc c'est une question de création de temps pour être à l'écoute de quelqu'un d'autre qui en a besoin. D'accord. Est-ce qu'il y a une personnalité du monde de la philanthropie qui t'inspire et pourquoi ? Alors là, récemment, quand on regarde un peu les évolutions dans le domaine de la philanthropie et de l'acte de faire des dons financiers, quelqu'un qui a fait des gestes incroyables de générosité, c'est Mackenzie Scott. Qui a vraiment déclenché une nouvelle vague, une nouvelle tendance dans Elle a été suivie. de donner. En effet, c'est cette mindset de dire quand je fais un don, je fais confiance aux équipes sur place, sur le terrain, qui sont les mieux à même de décider comment investir pour avoir le meilleur impact. Comment allouer, et de comment allouer et d'être dans ce dialogue de confiance. Bien sûr, ils sont très très bien évalués, tous ces projets-là, pour identifier les bons acteurs qui savent gérer cela avec cette autonomie. Mais vraiment cette notion de dire je ne vais pas imposer ce que je veux à une association, mais je fais confiance que cette association et dans le travail et œuvre dans la bonne direction. Donc ça, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Et après, je peux aussi, encore une fois, dire il ne faut surtout pas sous-estimer le travail pro bono. Donc Bird & Bird, par exemple, le cabinet d'avocats qui nous accompagne avec tout notre travail d'encadrement judiciaire en termes de relations avec tous nos prestataires et partenaires et aussi les mécènes, c'est fondamental et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans eux. Et une autre chose aussi, il y a des entreprises comme par exemple Salesforce qui développent aussi une philosophie qu'ils donnent à leur personnel la possibilité de dédier un certain pourcentage de leur temps de travail pour des choses caritatives de leur choix. Un pourcentage de leurs produits et licences est donné à titre gratuit à certaines structures et ils donnent aussi en mécénat un certain pourcentage de leurs revenus. Et nous, on est bénéficiaires, par exemple, de cela, c'est-à-dire on a un accompagnement dans tout ce qui est CRM dans notre structure qui est fait sur mesure grâce à leur accompagnement. Donc tout ça a une valeur énorme pour notre structure parce que ça nous aide dans la vie quotidienne de la gestion de nos relations et de pouvoir le faire à un niveau de professionnalisme grâce à eux, c'est fondamental dans notre travail. D'accord, très clair. Moi, je crois qu'on a bien fait le tour. Pour ceux d'entre nous qui aimeraient aller plus loin dans la problématique abordée aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles et que tu recommandes ? Alors, ce que je conseille, si on veut avoir plus de renseignements sur comment faire des dons, quelles structures existent, la Fondation de France est un bon véhicule en France pour le faire.
si on veut si on souhaite regarder un peu ce qui se passe à l'échelle européenne, le Transnational Giving Europe est très important. En fait, c'est un réseau de fondations privées qui aide à la circulation des dons transfrontaliers. Donc, si on est en France, souhaiterait aider ou financer une structure à l'étranger, c'est tout à fait possible et c'est eux qui facilitent les transactions des dons pour qu'ils arrivent bien au bon endroit avec l'impact souhaité. Et bien sûr, en fonction de ces zones d'intérêt, quelqu'un qui est passionné d'opéra, la danse, du spectacle vivant peut nous appeler bien sûr. Pour avoir tous les renseignements possibles, parce que nous, on est là pour notamment donner des conseils comment aider la culture et aider les talents d'aujourd'hui de nous inspirer demain. Et on peut regarder en fonction de son endroit. Sur notre site, on a plus de 100 maisons d'opéra qui sont membres de Fedora. Ici à Paris aussi, partout en France et aussi à l'étranger. Et donc on peut aller voir et découvrir ce qui est proposé localement dans sa ville où on travaille, où on habite. Et là, par exemple, à Paris, il y a beaucoup de maisons d'opéra qui ont des propositions géniales aussi pour les personnes plus jeunes, à l'Opéra de Paris ou par exemple le Théâtre des Champs-Élysées, qui font un travail incroyable pour notamment attirer ce nouveau public et qui proposent aussi vraiment un accès privilégié avec par exemple les avant-premières pour les jeunes pour avoir cet accès. C'est génial ça. Oui. Exactement. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup Edilia. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Argent Compté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview.